Avant d'entamer cette vidéo si singulière, je souhaite exprimer ma gratitude du fond du cœur à toutes les personnes qui suivent mes créations avec assiduité. C'est en grande partie grâce à la force que vous m'insufflez que je continue et diversifie mon contenu. Vos retours m'éclaircissent, m'enrichissent sur les sujets que j'aborde et m'offrent une nouvelle perspective à chaque échange avec vous. Merci du fond du cœur. Cela étant dit, passons à ce podcast très spécial. Ce podcast est une réponse ouverte à Lana. Je vais répondre à 2 questions qu'elle m'a posées à travers 2 vidéos. Tout d'abord, je vais essayer de répondre à la question: est-ce qu'on peut savoir qui on est vraiment? Petite précision, le but de cette réponse n'est pas de fournir une réponse définitive, loin de là, mais de vous offrir matière à réflexion, car le sujet est bien plus complexe qu'il n'y paraît. À cette fin, je me suis énormément documenté pour enrichir la réflexion et formuler une tentative, j'insiste, une tentative de réponse à Lana, qui m'écoute en même temps que vous. Alors, installez-vous confortablement dans le calme le plus total. Pour cette fois, vous allez rentrer en vous-même pour ce voyage introspectif et profond. Voilà comment tout a commencé. Après avoir publié ce réel en story, je ne m'attendais pas à un tel raz-de-marée de réactions positives. Les notifications ne cessaient d'affluer, les messages de soutien et les commentaires enthousiastes illuminaient mon écran. Mais, au milieu de ce flot d'encouragement, un message en particulier a capté toute mon attention. Il était différent, intriguant, et portant en lui une nuance qui allait déclencher une réflexion plus profonde en moi. La voici. Bonjour princesse, ça va? Tu as bien dormi? Un peu sérieux quand même. Voilà la réaction. Voilà la vraie réaction. Ouais, d'ailleurs, c'était pour te dire, j'aime trop ce que tu dégages, genre t'as vraiment ta vibe à toi. Et je trouve ça super inspirant. Ah, merci beaucoup, j'apprécie énormément. Mais c'est trop important d'être juste soi-même. Mais oui, t'as tellement raison. Mais je trouve que c'est tellement dur d'y arriver. Pourquoi c'est si dur d'y arriver selon toi? Et arriver à savoir qui on est, mais surtout réussir à s'assumer pleinement sans se soucier de ses complexes, ou encore je regarde des gens et en fait on s'en rend pas compte, mais c'est un travail de fou. Maintenant que vous connaissez l'origine du podcast, analysons plus précisément cette question. Est-ce que tu peux savoir qui tu es vraiment? De Socrate à aujourd'hui, cette question s'est toujours posée et a suscité de nombreuses réactions, ainsi que des réponses plus diverses les unes que les autres. Philosophes, religieux, sociologues, psychanalystes. Aujourd'hui, nous allons tenter d'y répondre. Certains diront: connaître soi-même est le début de toute sagesse. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Tandis que d'autres disent: le moi est haïssable. Le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Connaître soi-même, c'est se détruire. Avant de se lancer, qu'est-ce que ce fameux est-ce qu'on peut savoir qui nous sommes vraiment sous-entend? Est-ce possible de se connaître vraiment? Pouvons-nous nous analyser de manière authentique, sans nous voiler la face sur nos défauts, notre part d'ombre? Est-il possible de se connaître objectivement? Se connaître soi-même n'est-il pas une expérience subjective? Je ne sais pas. Le moi est-il quelque chose de fixe? Ou se construit-il avec nos actes? Je ne sais pas. L'image que nous avons de nous-mêmes est-elle ce que nous sommes vraiment? Où est la place de l'inconscient, des réseaux sociaux et des traumatismes dans cette entreprise? Je ne sais pas. Pouvons-nous le faire tout seul? Ton pote, ta crush ou ton concu peuvent-ils t'aider? Assieds-toi, prends quelque chose à grignoter parce que nous allons tenter de trouver quelques pistes de réponse. Voilà comment nous allons procéder. D'abord, nous verrons les raisons et les moyens qui peuvent nous permettre de nous rapprocher de cette quête. Puis,
les nombreux freins à cette possibilité de se connaître véritablement. Qui suis-je? Je m'appelle Fatih, je suis le roi des pirates. Les gens m'appellent Karaba. Cette question suscite diverses réponses que nous avons tous envisagées à un moment donné. Nous comprenons cependant que les titres, les positions sociales, les distinctions ne reflètent pas véritablement notre essence intérieure. Il semble qu'une profondeur sous-jacente existe, une base solide sur laquelle nos vies, nos actions se construisent. Cette fondation permanente et stable est notre conscience de soi, notre capacité à nous percevoir et à nous reconnaître comme des individus uniques et distincts. C'est cette caractéristique qui nous distingue des animaux, car elle nous permet de réfléchir à notre état physique et mental, de comprendre nos sentiments et de nous maîtriser. Contrairement aux animaux qui suivent instinctivement leur impulsion sans pouvoir prendre du recul. Malgré ça, nos amis les animaux ne sont pas racistes, tandis que certains hommes le sont. Sont-ils inférieurs aux animaux? Je te laisse réfléchir à la question. La base étant donnée, comment faire pour optimiser cette conscience de soi? Existe-t-il des méthodes infaillibles qui peuvent nous permettre ou nous aider de se rapprocher du moi? Je vais vous donner quelques tips qui me semblent intéressants. Explorons d'abord les arts en général, la musique, la danse, la poésie, en tant que moyen d'expression personnelle qui facilite une meilleure expression de soi-même. Parmi nous, il y a 7 personnes réservées, parfois timides, voire mal à l'aise avec les situations sociales. Cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes dans cette situation. Ou encore à toi, monsieur ou madame l'introverti, qui puise ton énergie et te sent le plus à l'aise en te concentrant sur ton monde intérieur. À la différence des extravertis, qui trouvent leur énergie en interagissant avec les autres et en étant au centre de l'attention. Toi, tu préfères te ressourcer dans des environnements calmes et réfléchis. Et j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Il est fort probable que tu aies cultivé une qualité extrêmement rare, avant même d'entamer ce voyage vers la connaissance de soi. C'est la capacité à être en solitude avec toi-même. Laisse-moi t'expliquer. Tu te doutes bien que tu es a priori la personne la mieux placée pour te connaître. En partant de ce postulat, tu peux commencer à pratiquer ton auto-analyse. Pour commencer, tu peux t'analyser à travers l'écriture d'un journal intime. Comme l'empereur Marc Aurèle avant toi, qui a ses pensées, ses réflexions dans son œuvre, pensées par soi-même. L'acte d'écrire possède un pouvoir cathartique qui t'oblige à exprimer avec précision tes émotions dans ton journal. En mettant à l'extérieur tes pensées, tu organises le tumulte mental, facilitant ainsi l'analyse et la réflexion et, dans la mesure du possible, la compréhension de tes actions. Cette prise de distance t'aide à examiner de manière critique ta propre personne, à l'abri de tout jugement extérieur, car tu écris en secret. À titre de comparaison, c'est semblable à une forme de méditation active où l'on s'efforce de libérer ses pensées afin de les examiner plus attentivement. Mais certaines personnes sont allées plus loin dans cette introspection à travers l'autobiographie. Petit point de définition. Le mot autobiographie est composé de 3 éléments. Auto, qui vient du grec autos, qui signifie soi-même ou personnellement. Bio, dérive du grec ancien bios, qui signifie vie ou existence. Graphie, du grec ancien graphien, graphienne, qui signifie écrire ou décrire. Ainsi, autobiographie se réfère littéralement à l'écriture de sa propre vie et de ses propres expériences. C'est un récit écrit par une personne elle-même, décrivant sa propre vie, ses expériences, ses pensées et ses émotions. C'est une forme de récit autobiographique dans laquelle l'auteur se présente comme le sujet principal de l'œuvre, racontant son histoire de manière subjective et personnelle dans la mesure du possible.
L'autobiographie peut couvrir divers aspects de la vie de l'auteur, tels que son enfance, ses relations familiales, ses accomplissements, ses défis et ses aspirations. Ce genre littéraire permet à l'auteur de réfléchir sur son passé, d'analyser ses actions et de partager son point de vue sur sa propre existence avec le lecteur. Comme le journal intime, le plus surprenant, c'est que ce genre littéraire remonte très très loin. Les premiers exemples d'autobiographie remontent à l'Antiquité. En Grèce, les œuvres comme Mémoires de Xénophon et Mes expériences d'Hérodote, par exemple. J'ai eu la chance d'étudier de manière approfondie les autobiographies durant mes années au lycée, en spécialité HLP. 2 autobiographies m'ont spécialement captivé et je vous recommande vivement leur lecture. La place d'Annie Ernaux et les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, que je considère comme mon autrice favorite. Classique et très poignant. La place, Annie Ernaux nous plonge dans son deuil de son père à travers une écriture simple, presque dépouillée, mais néanmoins chargée d'émotions. Ce qui est remarquable, c'est qu'à travers son récit, elle dresse un tableau sociologique des générations d'après-guerre, des changements de statut social et des interrogations profondes sur sa position dans la société. Le tout en moins de 100 pages. En rupture et très très atypique, les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar constituent à la fois une biographie de l'empereur et une autobiographie déguisée, du fait des parallèles entre leurs vies. Pour ce projet, l'autrice est profondément documentée sur l'empereur en collaborant avec des historiens, allant même jusqu'à s'identifier à lui et affirmant être plus proche de lui que de son père. Ce qui frappe le plus, c'est la façon dont elle donne vie à Adrien, fusionnant leur identité comme si elle ne faisait plus qu'une. Ce qui est le plus saisissant, c'est la façon dont l'exploration de l'autre peut nous révéler des aspects profonds de nous-mêmes. Ces œuvres nous permettent de voyager, de mieux nous connaître grâce à l'autre. De mieux nous connaître grâce à l'autre, c'est amusant, comme si nous étions tous connectés. Il suffit de parler avec les autres pour s'en apercevoir. L'autre, la personne en face de moi, agit comme un miroir de ce que je suis. Le regard d'autrui peut être difficile à accepter car il offre une perspective objective et extérieure sur nous-mêmes. En discutant et en échangeant, nous réfléchissons et clarifions souvent nos valeurs, croyances et objectifs. Ces interactions peuvent renforcer nos convictions ou nous inciter à les reconsidérer. En écoutant les choix de vie des autres, nous comprenons mieux nos réactions, remettant en question nos actes et approfondissant notre compréhension de nous-mêmes. Par exemple, en conversant avec des personnes âgées ou issues d'autres cultures, on apprend beaucoup sur soi-même et on prend conscience que chacun perçoit le monde différemment. Ce regard peut nous aider à nous découvrir, à éviter le narcissisme. Comme le dit Sartre, autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même. Cependant, c'est dans l'amitié sincère que nous pouvons vraiment nous connaître. Avec certaines personnes, il existe une connexion d'âme, une compréhension intuitive. C'est ce que je ressens avec Amandine. Elle est comme mon âme sœur d'amitié, me comprenant parfaitement. Nos nombreuses discussions m'ont beaucoup appris sur moi-même et je peux tout lui confier sans gêne, même mes parts d'ombre. En plus de mon amitié avec Amandine, le théâtre m'a permis de travailler ma confiance et d'explorer ma part d'ombre en jouant des rôles variés. En me plongeant dans la psychologie des personnages, j'ai découvert des aspects de moi-même et développé une profonde empathie. Ces rôles m'ont enseigné que l'autre vit des expériences différentes des miennes, que je ne suis pas le protagoniste unique et que l'empathie et la tolérance sont essentielles pour mieux nous comprendre. Fuck le RN. Le théâtre tue la peur malsaine et la honte qui nous freinent dans ce processus. Le regard, le jugement des autres. Avec le théâtre,
ne te nuisent plus. Des activités comme la médiation, la méditation, la sophrologie, le yoga et le Qigong sont également des voies d'accès à la connaissance de soi. La médiation aide à explorer ses émotions avec bienveillance. La sophrologie permet une découverte de son corps et de ses émotions sans jugement. Le yoga unit corps, souffle et esprit pour une profonde transformation. Et le Qigong, issu de la médecine traditionnelle chinoise, équilibre le physique, le psychique et le spirituel. Cette connaissance de nous-mêmes permet de connaître nos valeurs, d'agir de manière vraie avec nous-mêmes et autrui. Même au niveau relation, cela nous évite d'utiliser l'autre, de devenir plus empathique, d'être humble. Se connaître soi-même est une pratique constante. Ce sont des actions concrètes. Tout est bien qui finit bien. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Je vous ai trompé. Le moi n'est pas immuable, il évolue sans cesse. Les âmes sensibles sont priées de quitter cette vidéo, car nous allons explorer les profondeurs des océans. Je jure de dire la vérité à partir de maintenant. Wesh, Evan, regarde la vidéo. Si je vous dis que vous n'êtes pas seul dans votre tête, que vos ancêtres vivent en vous, que vous avez honte d'être vous-même face à certaines personnes, ou que vous vous empêchez de vous connaître vraiment, vous pourriez penser que je suis fou. Laisse-moi vous expliquer. Le moi change au fil des années, des pays et après des événements douloureux. Dis-moi, pourquoi est-ce que, face à votre coup de foudre, vous changez, en montrant un côté biaisé, en exhibant toutes vos qualités simplement pour la séduire? Séduire, c'est tromper, c'est travestir. C'est tromper quelqu'un en lui présentant une façade, tout en montrant ce que l'on veut montrer à l'autre. Dans ce contexte, vous préférez ne pas vous montrer vraiment pour éviter de faire fuir l'autre et pour mieux la conquérir. Ou encore, en présence des personnes que vous considérez stylées, supérieures à vous, vous ressentez le besoin de faire bonne impression, de vous sentir validé par elles. Lorsqu'elles vous valident, cette fausse image que vous avez construite de vous-même pour vous sentir aimé ou validé devient votre soi apparent. C'est une illusion. C'est comme si vous regardiez à travers les autres. Ce besoin de validation extérieure vis-à-vis du personnage que vous jouez vous éloigne de votre vrai moi. Par habitude, vous pouvez vous perdre simplement parce que vous avez besoin de vous sentir validé par l'autre. Ce masque se manifeste lorsque vous changez d'environnement. Par exemple, lorsque ce copain qui change de visage en parlant de certaines personnes, qui se la joue quand il y a du monde, ou qui se donne un air riche pour impressionner. Ces rôles que nous jouons tous, sont-ils vraiment nous? Le moi a-t-il un visage différent? Ces personnages peuvent découler des règles sociales qui nous obligent à maintenir une image ou un type de personne accepté par la société. Par exemple, selon le pays où vous vous trouvez et votre culture, la société peut vous contraindre à vous conformer à une catégorie spécifique au détriment de votre vraie nature. Cette mise en boîte est nécessaire pour faciliter la vie en société, mais peut être très destructrice pour certaines personnes, comme si elles étaient nées dans le mauvais endroit du monde, dans la mauvaise société. Je parle de toi, lui. C'est possible que tu sois pas à ta place actuellement. La société peut étouffer ce fameux moi lorsqu'il défie ses règles. À une échelle plus petite, notre entourage peut nous aider à mieux nous connaître ou, au contraire, nous perdre et nous détruire. Comme je te l'ai dit, le moi n'est pas fixe. Reprenons l'exemple de l'autobiographie. Pour vraiment se connaître, il faut se rappeler avec effort les événements précis de votre vie. Presque comme un historien. Vous devez vous analyser de manière rigoureuse et objective, comme un sujet extérieur. Mais comment s'étudier soi-même sans nos biais cognitifs? Cela même qui nous pousse à omettre
nos défauts, parce que nous parlons de nous. Comment est-ce possible? C'est impossible. L'homme ne peut pas se connaître de manière objective. Prenons un exemple concret d'autobiographie. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, une minorité de survivants de la Shoah ont tenté d'expliquer ce qu'ils avaient vécu dans les camps pour se libérer. Le constat est sans équivoque. Ils n'y sont pas parvenus. Pendant le génocide des Juifs, les Allemands ont utilisé des techniques méthodiques pour déshumaniser les Juifs, les réduisant à des chiffres, de la chair, les traitant de cafards. Après avoir vécu ces atrocités, certains ont tenté de s'exprimer coûte que coûte, mais les mots ne suffisaient pas pour expliquer ce qu'ils ont vécu. Le pire, c'est que certains ont perdu ce moi. Dans ces cas, le moi est-il ce qui nous rend humains? Certains sont devenus amnésiques. Ce moi peut-il se perdre? Oui. C'est le cas pour les survivants. C'est effrayant. Comment certaines personnes perdent ce qui les rend humains juste en appliquant des ordres. Ce côté humain, ce moi, a aussi été perdu chez les bourreaux, puisque les nazis ont réussi à perdre cette humanité car ils n'arrivaient plus à voir l'autre comme un homme, un semblable. Dans les régimes autoritaires, ils déshumanisent les personnes qu'ils considèrent comme les problèmes pour permettre et encourager leur torture. Fuck le RN. Est-ce que se connaître soi-même, ce n'est pas avoir des souvenirs? Autrement dit, celui qui perd ses souvenirs, est-il une autre personne? Je ne sais pas. Blana. Imagine si on pouvait mettre nos souvenirs dans une clé USB ou la mettre dans un robot. Est-ce que c'est toujours nous? Je te laisse réfléchir avec Tassio et Emma. Ce fameux mot est plus complexe à saisir. Que ce soit face à des événements douloureux, qu'il peut se dissimuler ou se perdre, ou lorsque nous le masquons devant certaines personnes. Peut-être que ce fameux moi se cache de lui-même, comme s'il nous empêchait de nous connaître nous-mêmes. Comme s'il nous empêchait de nous connaître nous-mêmes. Freud nous a donné une petite théorie à ce sujet. Pour lui, la personnalité se compose en 3 entités. Le moi, le ça et le surmoi. Le ça est la partie primitive, notre côté animal. L'ensemble de nos pulsions et nos fantasmes regroupés. Le surmoi représente la conscience morale, les idéaux. L'ensemble des règles de la société parentale que nous intériorisons au cours de notre vie. Ce fameux moi est le médiateur entre les règles de la société et nos instincts primaires. Il essaie de résoudre les conflits entre le ça et le surmoi, chacun tentant de prendre le dessus. Freud voit le moi comme un régulateur, essayant de maintenir l'harmonie et de gérer les conflits internes pour que l'individu puisse fonctionner de manière adaptative et efficace dans la société. Ce moi-là représente la conscience à laquelle nous avons accès. Cependant, tous ces conflits ne sont pas toujours régulés. Souvent, le moi rejette certaines choses dans une sorte de cour arrière, cette salle où on jette les parties indésirables, difficiles à montrer. C'est l'inconscient. L'inconscient désigne une partie de l'esprit humain qui n'est pas accessible à la conscience directe. Selon Freud, l'inconscient est le réservoir des pulsions, des désirs refoulés, des souvenirs traumatisants et des pensées inacceptables par la conscience. Ces éléments sont souvent refoulés par le conscient et ils ont un impact significatif sur notre comportement et nos émotions, même si nous n'avons pas conscience. Dans l'inconscient, nous avons tous des traumatismes, des événements très douloureux, voire des parts d'ombre familiales que notre conscience place dans cet inconscient pour nous protéger. Ce mécanisme nous protège. Paradoxalement, tous nos sentiments refoulés guident indirectement nos actions. L'inconscient nous échappe pourtant. C'est environ 90% de notre vrai moi. Psychologiquement, il est impossible de se connaître vraiment. Le déni et la honte sont par exemple des mécanismes psychiques
pour nous protéger de certains traumatismes trop compliqués à gérer. Vous voyez vous-même. Même le moi nous empêche de nous connaître vraiment. Cette inconscient guide notre vie sans que nous le sachions et parfois il remonte à la surface lors de lapsus. Le lapsus en dit long sur la façon dont les gens vous voient. Faites-y attention à l'avenir. Il est possible de briser cette barrière. Lorsqu'on est ivre, on n'a plus honte ou l'hésitation de dire des choses. Ces mécanismes sautent. Et nous sommes peut-être nous-mêmes lorsque nous sommes ivres, lorsque nous perdons ce semblant de contrôle. Nous avons beau essayer de nous connaître vraiment, mais c'est impossible. L'homme est limité. Et se connaître vraiment, c'est se regarder à l'intérieur et à l'extérieur. Même nos mécanismes nous en empêchent, avec la conscience et l'inconscient. La seule chose que nous pouvons faire, c'est travailler à nous connaître mieux, autant que possible, pour une vie plus paisible. Freud nous laisse la psychanalyse. C'est une thérapie basée sur la parole et l'expression. La psychanalyse, à travers de nombreuses questions, nous pousse à trouver les causes profondes de nos névroses, nos traumatismes profonds. Lorsque nous admettons et arrivons à exprimer cela, on guérit et on se connaît un peu plus. Les fans de Ronaldo, il y a une petite théorie sur votre star. Je vais mettre cela en perspective. Pour ceux qui ne le savent pas, CR7 est un enfant non voulu. Sa mère a tenté de l'avorter de nombreuses reprises et heureusement, cela n'a pas fonctionné. Déjà, sa venue au monde est un miracle et c'est littéralement un accident. Et ses parents lui ont expliqué très tôt. Imaginez-vous, vos parents vous disent que vous êtes une erreur. Comment vivre avec ce sentiment d'être illégitime? Pire, de penser que cette simple information l'a sans doute troublé et je vais tenter d'expliquer comment cela explique sa résistance paradoxale. À mon avis, son amour insatiable pour être le meilleur tout le temps vient de ce traumatisme. Je m'explique. Étant non voulu, Cristiano est un être qui a besoin instinctivement ou inconsciemment de faire comprendre au monde qu'il est légitime d'exister. Je répète, qu'il est légitime d'exister. C'est comme quelqu'un qui n'a pas confiance en lui toute sa vie et qui est obligé d'en faire trop parce qu'il se sent tellement bas que les gens autour de lui ne voient pas derrière le bouclier qu'il est fragile ou qu'il souffre. CR7, ce n'est pas qu'une histoire de confiance inébranlable. Non, ce besoin d'être toujours le meilleur lui permet de montrer au monde entier qu'il est légitime d'exister. C'est la raison pour laquelle, lors du match Portugal-France, il a fondu en larmes. Il était même en sanglots après son pénalty raté. Cet échec met en doute son sentiment de légitimité. Ce sentiment d'enfant non voulu le suivra toute sa vie. C'est la raison pour laquelle il pleure à chaudes larmes à chaque échec. Parce que cela lui rappelle inconsciemment cette illégitimité. Il a construit cette légitimité avec sa réussite et son mindset. Il est formaté par ce besoin de légitimité. Avec ce que je vous ai dit, imaginez finir sa carrière avec un échec. Pour lui, cela justifierait le fait qu'il est illégitime de vivre. L'arrogance qu'on peut voir chez certaines personnes, c'est parce que ce sont des êtres brisés. Ronaldo, à travers ce besoin d'être le meilleur et cet ego surdimensionné, est la preuve vivante de cela. Pour lui, se sentir le meilleur est vital. À mon avis, sans le football, il serait devenu dépressif. Je lui souhaite vraiment le meilleur et espérons qu'il finisse sa carrière sur une victoire. Je répète, soyez empathique envers les gens que vous ne connaissez pas et même vos proches. Certains vivent le monde à travers et grâce à leur traumatisme. Certains se reconnaîtront dans ce besoin excessif de plaire. Ce charreau qui dit qu'il s'en fiche des meufs ou cette fille qui tourne. Certains se reconnaîtront.
La comparaison peut sembler amusante, mais elle partage ce sentiment avec Karaba la sorcière. C'est la raison pour laquelle elle est méchante avec les hommes, car ils l'ont violée. En étant méchante, elle essaie de se laver de cela et d'essayer de retrouver une légitimité à vivre. Courage aux personnes qui ont vécu des événements comme des viols, du harcèlement, du racisme. Fuck l'URN. Rappelez-vous que cela n'est pas de votre faute. La vie continue et pour bien la vivre, vous devez lutter. Laissez les anges entrer dans vos vies. Dieu vous envoie souvent des personnes pour vous guérir. Ouvrez bien les yeux avant que, inconsciemment, vous ne les rejetez. C'est l'homme qui détruit et c'est aussi lui qui guérit. Vous avez tout mon soutien. Peut-être que savoir qui on est vraiment, c'est savoir d'où nous venons, qui est notre créateur. Je pense que se connaître vraiment et entièrement est impossible et pas nécessaire. Mais nous pouvons essayer de nous connaître le plus possible. L'homme est par essence un être limité, comme si cette limite nous rappelle sans cesse que quelque chose nous dépasse, ou que nous ne pouvons pas être Dieu. Se connaître soi-même, c'est connaître Dieu, selon moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Je te laisse y réfléchir. Merci.